Passons à l'actualité nationale. Et c'est vrai que depuis 3 semaines, Philippe de Villiers, je vous entends plus parler d'Iran que de parler des préoccupations des Français, questions de sécurité, de pouvoir d'achat, les questions migratoires, de santé, de logement, l'histoire, et puis les élections municipales. On parle plus de Khamenei que de Mélenchon. C'est pas faux. Incroyable, on va essayer de se rattraper. Là. Ou alors c'est peut-être un lapsus révélateur. On va se rattraper. Philippe de Villiers, parlons des Français qui ont voté dimanche dernier dans toutes les communes de France. Et quelle analyse vous a inspiré ce premier tour des élections? Et selon vous, quels sont ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu? Alors, pour vous répondre de manière synthétique, je dirais la chose suivante. Il y a eu le grand effacement et le grand remplacement. Le grand effacement, c'est le bloc central, c'est la Macronie, et le grand remplacement, c'est la partitocratie traditionnelle. L'effondrement du bloc central, il ne reviendra plus. C'est en fait, d'une certaine manière, l'effondrement et la disparition de la France de l'ubérisation, de la France des anywhere, ceux qui sont de nulle part et qui préfèrent aller passer un week-end à New York qu'à Rocamadour, la France de la plateforme disruptée, la France qui déteste les racines et les enracinés. Cette France-là, elle est liquidée, elle ne s'est jamais implantée. C'est fini, le grand effacement. Ensuite, on a le grand remplacement. Double grand remplacement. Chacun a fait son travail. La France insoumise est en voie de grand remplacer la gauche socialiste. Pour résumer, jadis ou naguère, on avait le Parti socialiste qui était la force centrale et l'extrême gauche qui était la force d'appoint. Et là, renversement, la force principale, c'est la France insoumise et la force d'appoint, c'est le PS. Jean-Luc Mélenchon, grand pécheur devant l'Éternel, pratique la stratégie du Bernard l'ermite. C'est-à-dire que les insoumis Bernard l'ermite ont investi la coquille vide de l'espèce socialiste en voie de disparition. Voilà ma synthèse sur le grand remplacement. Et puis le deuxième grand remplacement, c'est à droite. Le Rassemblement national est en voie de grand remplacer l'ancienne UMP qui était le RPR et qui est devenu le squelettique LR. Et donc ce grand remplacement, il s'installe avec un ancrage difficile dans les villes, plus facile dans les campagnes, avec 1500 conseillers municipaux. Et en réalité, je me suis dit, en regardant les résultats, par rapport à ces deux grands remplacements, on est un peu revenu à la situation du début des années 60, où il y avait un parti gaulliste qui s'installait, mais qui était faible localement et dominant nationalement. Et à l'époque, il y avait des partis qui étaient encore pleins de vitalité, locale, parce qu'ils avaient des notables, c'était la SFIO, le MRP et le Parti radical. Bon, ils sont tous morts. Voilà. Et donc, les partis vivent et meurent. Voilà. Et donc, en réalité, en synthèse, je dirais la chose suivante, synthèse par rapport au premier tour. À gauche, la force principale, la force d'attraction, c'est LFI. À droite, la force d'attraction, c'est le Rassemblement national. Avec un sas de transition, un sas d'absorption,
c'est des gens comme Éric Ciotti ou Laure Lavalette, par exemple, qui sont deux candidats remarquables. Je connais bien Laure Lavalette, qui est une amie. Bon, quand on a des candidats comme ça, évidemment, qui viennent de la droite classique, qui sont des gens, des conservateurs, c'est plus facile d'agréger. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Le problème de LR et du PS, c'est la force de centrifugation potentielle. Un jour, je parlais avec Charles Pasqua, Pierre Juillet, Marie-France Garot. Et les trois me disent, c'est juste au moment de Maastricht, si jamais le RPR ne fait pas une alliance avec le Front National à l'époque, compte tenu des positions du Front National sur Maastricht, le RPR deviendra le supplétif du Front National. C'était il y a donc 30 ans, 40 ans. Et c'est ce qui est en train de se produire doucement, lentement. LR va devenir le parti supplétif du Rassemblement national. Et c'est à Nice que tout se joue parce que c'est le laboratoire. Ce qu'a très bien vu Jérôme Fourquet. Pourquoi c'est le laboratoire? Parce que, en fait, Jérôme Fourquet dit les LR vont assister à la découpe de leur parti parce qu'il y en a un bout qui va partir chez Édouard Philippe et un autre bout qui va partir chez Jordan Bardella. Philippe de Villiers, deux villes ont retenu l'attention des commentateurs pour leurs résultats et des résultats qui ont entraîné des heures de débat. La deuxième ville d'Île-de-France, par exemple, Saint-Denis, désormais entre les mains de la France insoumise et de son maire, Bali Bagayoko, élu dès le premier tour. Et peut-être que c'est Jean-Luc Mélenchon qui en a le mieux parlé. Mais avant d'écouter Jean-Luc Mélenchon, je vous propose de voir cette séquence où vous allez avoir dans la mairie des sympathisants de Bali Bagayoko qui vont applaudir en disant « Nous sommes tous les enfants de Gaza ». Et Jean-Luc Mélenchon qui en a parlé cette semaine. Écoutez, à propos de Saint-Denis. À Saint-Denis, la Nouvelle-France est affirmée et vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pas rien que ça soit à Saint-Denis. Vous avez vu les histoires que je me suis fait avec les réacs en leur disant « Ah bah oui, mais Saint-Denis, la basilique, pas moyen de la faire si vous n'aviez pas demandé aux musulmans comment on fait. » Ils sont tous mis à hurler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, pas de bol. Ils ont le front de me dire que non, non, pas du tout. C'est les Goths qui ont inventé les arcs brisés. Mais ça va pas, les Goths, ils étaient juste capables de briser les arcs. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Mais c'est tout. Et non, le reste, la science, elle est venue. Mais pourquoi, a priori, ça serait nul? Je veux dire, il a même bien fallu qu'il y en ait un jour un ou une qui se mette debout sur ses pattes à l'autre bout du continent africain pour qu'à la fin, ici, vous soyez en train de faire les malins, tout blanc, tout moche que vous êtes. Bon. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Ça vous fait sourire? Ah, il vous fait marrer, Jean-Luc Mélenchon. Bah oui, parce que moi, je me sens tout moche, tout blanc. Et tout bête que vous êtes. Oui, oui. Et je leur remercie de nous faire découvrir quand même que les cathédrales et les vitraux, c'est grâce aux Sarrasins, le parti Sarrasin. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tellement honte de nous-mêmes qu'on procède à une auto-flagellation quotidienne. Quel spectacle! Alors Saint-Denis. Saint-Denis, c'était le berceau de l'histoire de France et c'est devenu la capitale de la Nouvelle-France, pour parler comme Mélenchon. Macron avait dit la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie de la France. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais en fait, de Californie, on a plutôt une terre d'annonciation de type eschatologique. Et en fait, il faut bien voir l'enchaînement qu'on a sous les yeux avec ces élections. On a d'abord le basculement démographique, puis le basculement électoral, puis le basculement culturel.
qui vient en dernier. Mais si on a refusé de voir le basculement démographique, on ne voit pas venir le basculement culturel. Et ça me fait penser au professeur Jacques Dupaquet, qui était un ami académicien, le grand démographe Jacques Dupaquet, qui, un jour, je lui dis, pour vous, c'est quoi l'histoire? Il parlait tout le temps de la grande histoire, l'histoire. Et il cite Jean Gabin à propos du cinéma. On dit à Jean Gabin, c'est quoi un bon film? Et il répond, 1, une histoire, 2, une histoire, 3, une histoire. Et je lui dis, alors c'est quoi l'histoire? Et il répond, 1, la démographie, 2, la démographie, 3, la démographie. Voilà, nous y sommes. Alors en fait, l'histoire de Saint-Denis se résume ainsi. D'abord, il y a le berceau. On entre dans la nécropole royale. On passe sous l'arbre de Jessé, les rois d'Israël. Puis on s'incline devant le martyr fondateur, l'évêque Saint-Denis. Puis on passe entre les gisants. Et là, c'est un voyage extraordinaire dans l'histoire de France, l'histoire de nos songes. On passe à côté de la tombe d'Agobert, du Quéclin, les rois, les reines, et on est envahi soi-même dans le silence par le lien millénaire entre le pouvoir et la famille pour lutter contre l'instant, assurer le temps long, et le lien entre le pouvoir et le sacré pour parvenir à une obéissance d'assentiment. Et puis, il y a la grande commotion qui arrive, 1789, 1793, la tabula rasa, et là, on ouvre les tombes, on les viole, on distribue les ossements. C'est la phrase de Robespierre que j'ai déjà citée ici. Quand j'ai vu à quel point l'espèce humaine était dégradée, je me suis convaincu moi-même de la nécessité d'un recommencement absolu de l'humanité. Recommencement absolu, donc on profane au nom de l'homme nouveau, au nom de la régénération, tiré de la régénération baptismale. On profane, c'est le sacrilège, c'est le blasphème. C'est-à-dire foin de toute l'histoire qui nous a précédés, le mémoricide. Et puis, en 1870, il y a la défaite cuisante, et là, il y a les historiens républicains qui viennent les uns derrière les autres, discrètement, à Saint-Denis. Jules Quicherat, qui écrit sur Jeanne d'Arc, historien républicain s'il en est, mais qui dit qu'il faut un fédérateur, parce que, en fait, il dit l'évangile des droits de l'homme ne suffit pas à étancher la soif des âmes en manque, des mémoires appelantes et suppliantes. Et donc, il faut rechercher la mise en image allégorique des tendresses enfouies. Elles sont là, dans la nécropole royale. La République, notre royaume de France, dit Péguy. Tout est dit. Et puis arrive quelque chose que j'avais été le seul à voir l'année dernière, avec vous, grâce à vous, les femmes voilées de Saint-Denis. C'est-à-dire qu'un jour, on apprend, sans que la presse ne dise rien, que la nécropole royale est envahie par des statues de femmes voilées devant les reines. Quand on sait, comme le dit très bien Florence Bergeau-Blacker, que le djihad est le fondement de la société islamique, c'est un geste de conquête. Et donc c'est un geste prémonitoire. Et moi, je me souviens, à l'époque, j'avais dit, bon, bah, la ville va basculer pour faire un truc pareil. D'ailleurs, tout le monde avait consenti, y compris les autorités spirituelles, qui trouvaient ça très bien, le vivre ensemble. Et voilà qu'il y a le basculement électoral. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que le nouveau maire de Saint-Denis a dit « Nous sommes les héritiers de l'immigration ». Donc nous ne sommes plus les héritiers de la France éternelle, nous sommes les héritiers de l'immigration. C'est-à-dire en fait d'un autre monde. Et Éric Coquerel a dit ici même il y a 2 jours, oui, parfaitement, il faut que les maires ressemblent à ceux qui les élisent. Ah bon ?
Oui, il faut qu'ils aient la couleur de peau de ceux qui les élisent. Ah. Alors on a commencé avec Mitterrand, souvenez-vous, à l'époque, l'antiracisme, la non-discrimination, le droit à la différence. Et en fait, maintenant, ils sont dans le racialisme. Eux, la France insoumise, ils sont dans le racialisme. Ils en sont au point où ils disent il faut que, quand il y a une communauté de couleur noire, il faut qu'il y ait un maire de couleur noire. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Donc on va s'arrêter où comme ça? Vous savez, il y a une femme qui s'appelle Madame Boutelja, l'essayiste, talenteuse d'ailleurs, et qui a dit, mais en souriant, elle a eu un aveu qui dit tout, Mélenchon, notre butin de guerre. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes, Philippe de Villiers, et je voulais qu'on parle de Roubaix. Parce que vous avez dit, il y a 2 villes, effectivement, qui ont marqué l'actualité cette semaine. Je rappelle qu'à Roubaix, 4 candidats ont dépassé les 10%. En tête, c'est David Guiraud de la France Insoumise, quasiment vainqueur dès le premier tour. Alexandre Gardsin de Divers Droite, Karim Amrouni et Céline Saya du Rassemblement National et Union à Gauche pour Karim Amrouni. On a dit quel symbole pour Saint-Denis, quel tournant pour Roubaix, peut-être un peu plus court pour qu'on puisse parler de et faire toutes les thématiques que nous souhaitions faire sur les questions et sur les élections municipales. C'est simple. Elliot Geoffroy. Si vous voulez savoir que sera la France en 2050, vous allez à Roubaix. Roubaix, c'est le miroir kaléidoscopique prémonitoire de la France 2050. Avec un maire qui est gardien de la révolution de Mélenchon, si vous me passez l'expression, et un futur maire, dimanche, et la première ville islamiste de France. Et je rends hommage, puisque j'ai cité Florence Bergeau-Blackler, parce qu'elle avait tout dit, tout vu dans ses 2 livres, le djihad par le marché halal et son enquête sur le frérisme. Et elle dit, premièrement, l'islamisation est structurelle à Roubaix, travail d'entrisme des frères musulmans, qui a été très bien décrit par le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platré, qui est un homme remarquable. Ensuite, le vote est un vote communautaire, c'est-à-dire qu'il ne répond pas à des motivations socio-économiques, mais à des motivations normatives. Ensuite, le parti de Mélenchon est un parti coucou, dit-elle, parce qu'il couvre les œufs de l'islam politique. Et enfin, ça va se terminer comme en Iran. En Iran, il y avait les mélenchonistes de l'époque, c'est-à-dire le parti Toudeh, les communistes, et il y avait les moudjahidines du peuple. Et quand ils sont arrivés ensemble au pouvoir, depuis Neuf-le-Château, et dès qu'ils ont été au pouvoir, le parti Toudeh a été pendu, les responsables du parti Toudeh, les Mélenchons du coin, ont été pendus par les moudjahidines du peuple. Voilà. Donc, vous savez, Lénine disait nous leur vendrons la corde pour les pendre. Et le successeur de Mélenchon un jour dira nous lui avons vendu le sabre qui nous a permis de l'égorger. Et plus généralement, Philippe, quelles leçons tirez-vous de cet entre-deux-tours des élections municipales sur l'état de la France? La gauche est devenue la représentante du Sud global, décolonial, recolonial. En fait, il y a aujourd'hui 2 France. Il y a 2 France qui ne se parlent plus, 2 France qui coexistent, 2 France qui cohabitent, 2 France qui ne se comprennent plus, 2 France qui n'échangent plus aucun regard entre elles. En fait, nous ne sommes plus un seul peuple parce qu'une partie de ce peuple a fait sécession. Il n'y a plus la même manière d'habiter la France. Il n'y a plus de sol moral commun. Il n'y a plus ce qu'on appelait jadis cette amitié supérieure qui fait une nation. Alors il y a la vieille France, comme dirait Mélenchon, la France éternelle, la France de toujours, la France résiduelle, qui en fait se sent spolié, dépossédé de son outil de travail qui est parti
dans les chaînes de valeur globale au bout du monde, dépossédé de ses affections, de ses voisinages, puisque chaque village devient petit à petit une sorte de complexe de suspicion, un assemblage de suspicions. Et puis, cette France-là, elle se sent dépossédée de son identité. C'est quoi l'identité? C'est simple. On se sent de la même terre, on se sent du même soleil levant, on se sent du même soleil couchant, on se sent des mêmes extases, des mêmes exaltations, des mêmes songes. On n'en est plus là. Alors il y a l'autre France, la France de Mélenchon, la France insoumise, qui veut faire la nouvelle France, avec 3 paris, un pari transfusionnel, on garde la toponymie, on garde le territoire, mais on fait surgir un peuple neuf, un peuple monde, disent-ils. Et il s'agit de refonder la France, c'est-à-dire de la dépeupler pour la repeupler. Et dans ce cadre-là, l'immigration est une arme par destination pour remplacer et tuer les cultures, les héritages, le patrimoine, la mémoire. Tout refonder. La tabula rasa, la nouvelle tabula rasa. Et donc, cette nouvelle France, je dis, elle a 3 paris. Le pari transfusionnel, que je viens de décrire. Le pari démographique, Mélenchon dit, quand je suis né, 1 Français sur 10 avait un grand-parent étranger. Aujourd'hui, c'est 1 Français sur 4. Demain, ce sera 1 Français sur 2. Et donc, en fait, il s'installe sur le chassé-croisé démographique qu'on a sous les yeux, qu'on ne veut pas voir. On va passer de 550 millions d'habitants en Europe à 380 millions. Et on va passer de 1 milliard 400 millions d'habitants en Afrique à 2 milliards 500 millions en 30 ans. Et enfin, il y a le 3e pari, c'est le pari sociologique, c'est le plus malin. C'est l'alliance de la rue arabe et de la rue Saint-Guillaume. L'alliance des 2 jeunesses. La jeunesse des quartiers, qui dit son malaise, la jeunesse de l'université, qui dit son rejet. Ces 2 jeunesses, c'est l'avenir de la France. Et ils partagent quelque chose en commun, c'est la haine de l'Occident. Les uns en disant l'islam est la religion des opprimés, les autres en disant l'Occident est prédateur, il est esclavagiste, il est colonialiste. Il faut donc ensemble décoloniser la France et la recoloniser. Voilà, nous y sommes. Philippe de Villiers, allons sur une question aussi, pendant cette semaine d'élections municipales et d'entre-deux tours, la question de la droite, et notamment d'un parti que vous connaissez bien, les Républicains. Et au-delà de ce que peuvent faire les LR, à quoi jouent les Républicains, on a mis en parallèle une déclaration de Jordan Bardella ce matin qui appelle à faire sauter les murs. Parce que chez les électeurs, selon lui, il n'y a pas une feuille de papier qui sépare l'électeur LR de l'électeur, pourquoi pas, RN. Une sorte d'union, de pont qui peut se faire. Lorsqu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, ma première démarche et notre premier acte avec Marine Le Pen a été d'appeler le président des Républicains de l'époque, Éric Ciotti, qui a accepté dans un choix courageux de mettre en œuvre une coalition aux côtés du Rassemblement national. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout le temps, mais ça veut dire qu'au-delà des sensibilités qui nous séparent, l'essentiel nous rassemble. Et l'essentiel, c'est l'amour du pays, c'est l'amour de la France. Et quand je vois la dynamique qui porte Éric Ciotti à Nice, eh bien, je me dis qu'il a eu raison de faire ce choix. Et je souhaite aujourd'hui que tous les murs puissent tomber et que tous les patriotes puissent se rassembler. Des patriotes, il y en a à droite. Et donc, je les invite à venir travailler. Qui est donc quand même... Geoffroy Lejeune. Philippe, quelle est votre appréciation des prises de position durant toute la semaine des dirigeants des Républicains, qu'on a d'ailleurs de plus en plus de mal à situer sur l'échiquier politique? Moi, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas très bien compris. Je connais bien Bruno Retailleau, comme vous le savez. Mais là, si je le voyais, je lui dirais qu'est-ce qui se passe à Nice, en fait, ce que tu as voulu faire. Ça peut s'en mêler les pinceaux, ça peut arriver. Hein. Bon. Et puis alors, je lui dirais aussi, pourquoi tu veux faire battre absolument Franck Alizio, qui était un homme remarquable. On le connaît bien, nous, on l'a très bien connu, Bruno Retailleau et moi, quand il était au RPR. Donc pourquoi tu veux le faire battre avec Martine Vassal, pourquoi tu l'as maintenu?
Et à Paris, tu salues, tu vilipendes Sarah Knafo, qui est une femme remarquable. Tout le monde le dit. Tu la vilipendes pour ses idées, et quand elle s'en va, tu salues son élégance. Où est la cohérence? Voilà. Et donc, en fait, ça me fait penser à François Mitterrand. Bruno Retailleau était là, on était chez la maréchale de Lattre. J'ai le temps de vous raconter, c'est une histoire incroyable. Le 11 novembre 1987, on était chez la maréchale, on prenait le thé avec le président Mitterrand, qui était venu pour saluer Clémenceau et Delattre, à l'occasion du 11 novembre. Et on parle, je le blague, on était très très libre de contact, et il était très agréable, très cultivé, etc. Bon. Et là, je lui dis, vous savez, je connais bien l'église de votre affiche, le clocher, la force tranquille. Et qu'est-ce que vous avez voulu faire, vous, le laïc? Et il me dit, j'ai jeté une pierre dans le jardin de la cure. Je trouvais ça magnifique. Et je lui dis, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire que j'ai voulu absorber la démocratie chrétienne. Vous connaissez l'histoire de la baleine de Jonas, monsieur de Villiers. La baleine de Jonas du progressisme boulimique. Il n'en reste rien. C'est le même homme qui a fait le cordon sanitaire, dont je lui ai parlé aussi en disant c'est une invention diabolique, le cordon sanitaire. C'est quoi le cordon sanitaire? Et il m'explique. Il dit, j'ai voulu rendre moral le fait pour les socialistes de s'allier avec les communistes. À l'époque, c'était pas simple. Parce que le stalinisme n'était pas loin. Staline est mort en 1953. Et en même temps, je voulais rendre immoral le fait de s'allier pour la droite avec le Rassemblement, avec le Front National. Et ça a marché. Le cordon sanitaire, vous entendez le mot sanitaire, c'est la santé publique qui est en cause. Et en fait, qu'est-ce que fait Bruno Retailleau? On a eu ces conversations, lui et moi, pendant des années au Conseil général de la Vendée, en disant un jour il faudra franchir le pas, c'est pas possible. Le pas que Ciotti, le président de LR, a franchi l'année dernière. Bon. Eh bien non, il n'y a rien à faire. Le cordon sanitaire, c'est-à-dire la phrase de Michel Noir, plutôt perdre des élections que perdre mon âme. Parce que perdre son âme, ça veut dire pour quelqu'un comme Bruno Retailleau et les LR, être désigné par la gauche comme quelqu'un qui a perdu son âme. Tu t'es allié avec ces salopards de conservateurs. Tu t'es allié avec des gens qui pensent comme Sarah Knafo, Éric Zemmour, Philippe de Villiers, Jordan Bardella, Marine Le Pen. Tu t'es allié avec ces gens qui sont des fascistes et des néo-nazis. Donc, dehors, impossible. Je vais rentrer chez moi, m'occuper de mes ânes. Non, impossible. Je préfère faire moins bien, faire moins haut, mais demeurer. La demeurance plutôt que la partance. Voilà leur devise. Vous avez parlé de la droite, parlons de la gauche à présent. Et de ces alliances entre la France insoumise et le Parti socialiste. Plus d'une vingtaine de communes ont fait des fusions avec les mélenchonistes. Ça comprend aussi les partis écologistes. En sachant que plus de 70% des Français sont contre ces fusions. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, cette semaine, il a parlé des combinards. Ils disent, au deuxième tour, non plus, il n'y aura pas d'accord. Alors tout le monde entend, ah, ils rompent l'accord. Penses-tu? Vous savez ce que c'est des gros combinards. Ils ne vont pas nous coûter trop cher, je pense, à acheter pour le deuxième tour, là où on les achètera. Mais quand même, quand ils disent qu'il n'y aura pas d'accord national, ça veut dire faites votre tambouille localement. Et ils sont tous là à se dire aïe aïe aïe, pourvu qu'on y arrive avec la droite sans les insoumis. Les combinards. Quel talent, hein? Non mais quel talent, hein? Vous vous rendez compte, les socialistes, là, quand ils regardent ça? C'est quand même une humiliation. Les combinards. En fait, je vais vous dire quelque chose. En écoutant ça, je me dis, on comprend que les Français s'abstiennent souvent, parce que, en fait, quel spectacle, c'est
le parjure est la matière première de la politique. Le parjure, ça veut dire que la politique devient un exercice ludique. On n'est plus dans la politique sacrificielle, on est dans la politique hédoniste. La politique n'est plus un service, c'est une consommation. Voilà. Et les socialistes sont en train d'en mourir. On ne respecte plus le principe dont parlait Malraux. Le monde va très mal depuis qu'il ne sait plus rien des universaux. Est, est, non, non. Le cheval blanc d'Henri IV est blanc. Il ne peut pas être blanc et noir, contrairement à Hollande, à Tulle. Et en fait, j'ai une pensée pour les socialistes, une pensée pour le socialisme défunt. Le socialisme défunt, il reposait sur 3 éléments clés. Le social, le peuple, la laïcité. Le social, ils ont changé de prolétariat d'élection. Ils sont passés du prolétariat ouvrier au prolétariat lumpen, prolétariat migrant. Donc, si bien que l'ouvrier, aujourd'hui, quand il se retourne, il voit l'usine qui se démonte, la mosquée qui s'installe et le porte-monnaie qui se vide. Ensuite, le peuple, la phrase de Jaurès, qui était socialiste, la patrie, c'est le bien de ceux qui n'ont rien. Et ensuite, la laïcité, on a vu à Chalon-sur-Saône, que je citais tout à l'heure, que les socialistes ont soutenu les conseillers municipaux qui ont voulu pouvoir porter le voile, les conseillères municipales qui ont voulu porter le voile au conseil municipal de Châlons. Alors, en fait, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont être expurgés, les socialistes. C'est une vieille tradition. Olivier Faure, c'est Kerensky, le réformiste qui a été liquidé par Lénine. C'est les mencheviks qui liquident les bolcheviks. C'est Cachin avec Blum. C'est une vieille tradition. Voilà. Et il en restera rien. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va vers un double suicide. Dans l'instant, le suicide des socialistes, qui sont eux aussi pris dans la baleine de Jonas, dont parlait Mitterrand. Baleine de Jonas, évidemment, la Mélenchonie. Et puis, le deuxième suicide viendra, encore une fois, Mélenchon, il lui arrivera une bricole, et la bricole, c'est qu'un jour, les islamistes se retourneront contre lui en lui disant « Dis donc, t'es tout moche, t'es tout blanc, on veut plus de toi. » Philippe de Villiers. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les élections municipales et édition spéciale à suivre dès 17h sur CNews ce dimanche. Parlons de la France libre. Le nouveau porte-avions, c'est son nom. Et il faut dire la France libre plutôt que le France libre. C'est l'Académie française qui l'a décidé. Il sera de 310 mètres de long, déplacera 80 000 tonnes. Il disposera de 2 réacteurs nucléaires et il représentera un tonnage 1,8 fois supérieur à celui du Charles de Gaulle. Écoutez Emmanuel Macron. Notre nouveau porte-avions portera le nom de France libre. Dans ce nom passe la mémoire des femmes et des hommes qui se sont dressés face à la barbarie, unis pour sauver la patrie, déterminés à défendre une certaine idée de notre nation, nos compagnons de la libération. Ce nom scelle donc pour l'avenir un serment. Pour rester libre, il nous faut être craint. Pour être craint, il nous faut être puissant. Et pour être puissant, être prêt aux efforts. Dans ces efforts, soyons irréductibles, unis et sans relâche. Puissance, indépendance, résistance. Oui, c'est en servant la patrie que nous remporterons la victoire. Patriam servando, victoriam tulit. Geoffroy Lejeune. Qu'avez-vous pensé, Philippe, de ce nom, la France libre? Alors, la France libre,
quand on connaît la langue française et la portée des mots, la portée historique, on ne peut pas ne pas se dire ce que je me suis dit immédiatement. C'est ce qu'on appelle dans la langue française une antiphrase. Qu'est-ce qu'une antiphrase? C'est l'utilisation d'une locution qui exprime son contraire. Par exemple, je lui dis « Ah ben, c'est pas joli, c'est joli, joli », ça veut dire que c'est laid. Si je dis « Comme c'est charmant », ça veut dire que c'est épouvantable. C'est l'antiphrase. Pourquoi je dis l'antiphrase? La France libre. La France est de moins en moins la France et elle est de moins en moins libre. Donc, c'est une adjuration chimérique. La France, elle est de moins en moins libre. Elle est même plus du tout libre. En ce moment-là, il y a Mme von der Leyen qui est en train de discuter, de négocier en Australie. Parce qu'en tant qu'Allemande, elle veille à écouler les voitures allemandes qu'on ne peut plus écouler en Chine, donc en Australie, quitte à sacrifier une fois de plus l'agriculture française sur les intérêts vitaux de la France. Donc c'est quoi la liberté? Le marché de l'électricité, la liberté, c'est l'Allemagne. Le Mercosur, c'est l'Allemagne. Le plan asile-immigration, c'est l'Allemagne. Les frontières, c'est l'Allemagne. C'est le couple germano-allemand qui commande. Nous ne sommes plus libres. Et en pensant à la France libre, j'ai pensé à la France libre. La France libre du 6 juin 1944. Maurice Schumann, qui était sénateur, m'a raconté comment De Gaulle a piqué une colère le 8 juin 1944. Pourquoi? Parce qu'on a imposé en France un papier, monnaie, qui était un dollar en fait, un dollar à la française, et qui était une monnaie américaine pour occuper la France. L'Amgot, ça s'appelle. Et donc, De Gaulle a dit, pas question, je veux rétablir en France le pouvoir français de battre monnaie. C'est ça la liberté. La liberté, c'est la liberté de faire la loi en France, de rétablir les frontières en France, de rétablir la justice française et de rétablir en France le droit de faire la guerre ou de faire la paix. C'est ça la liberté, c'est-à-dire les attributs constitutifs et régaliens de la souveraineté. Et puis, la France n'est plus tout à fait la France, je dis. Pourquoi? Parce qu'on est devant un crime perpétré par une gente politicienne qui échappe encore au jugement de l'instant. Nous sommes en train de changer de peuplement. Nous sommes en train de changer d'art de vivre. Nous sommes en train de changer de civilisation. Je pense souvent à une phrase des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand qui décrit la France peut-être dans quelques temps, dans quelques années. Lui dit dans quelques centaines d'années. Les peuplades de l'Orénoque ont disparu. Il n'est resté de leur dialecte qu'une douzaine de mots prononcés dans la cime des arbres par des perroquets devenus libres. Et moi, je n'ai pas envie de ça pour la France. J'ai envie que la France demeure. Et donc, pour qu'elle demeure, il faut renouer avec la souveraineté, récupérer le pouvoir, quitter l'Union européenne qui est en train de nous épuiser et retrouver l'identité française, la cultiver et la transmettre, c'est-à-dire refaire des défenses immunitaires, c'est-à-dire des défenses identitaires, pour que demain, à nouveau, la France puisse retrouver le pacte 20 fois millénaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Philippe de Villiers, merci et à la semaine prochaine pour le grand débriefing, le grand résumé de ce second tour des élections municipales. Merci à vous, Geoffroy Lejeune.